Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de plein de modèles, je vous parle d'un seul modèle, c'est Pinna nobilis. Alors qui parmi vous connaît cette bestiole-là? Tout le monde? Ouais. Alors, voilà, donc il faut sauver le soldat Pinna nobilis. Pinna nobilis, donc c'est le plus grand bivalve de Méditerranée, puisque sa taille, sa coquille va jusqu'à... Pardon? Comme ça. Là? Là. Ok. Donc Pinna nobilis, c'est le bivalve le plus grand de Méditerranée, sa coquille va jusqu'à 1 mètre de long. Il a une longévité qui est estimée jusqu'à 45 ans, dans le meilleur des cas. C'est un bivalve qui est extrêmement protégé, notamment par la directive européenne Habitat Faune Flore de 92, mais également par l'arrêté du 20/12/2004, et il figure parmi la liste des animaux de la faune marine protégée sur l'ensemble du territoire. Et il était également listé dans l'amendement de la liste de l'annexe 2 du protocole de Barcelone. Alors, Pinna nobilis, un tout petit peu de taxonomie, c'est bien sûr un bivalve, c'est un bivalve thériomorphe qui appartient à le gros ordre des ostréides. Anciennement, on le plaçait chez les ptérioïdes, mais bon. Il appartient à la famille des pinidés, qui est une petite famille avec 3 genres, une centaine d'espèces. Il a une microstructure coquillière qui est dite nacroprismatique, dont je parlerai tout à l'heure. Et cette famille d'épinidés est connue déjà depuis le Carbonifère, avec des genres qui ont été bien décrits. Et on pense même que dans le Silurien de Chine, il y aurait les tout premiers pinidés. Alors je vous passe le détail des noms vernaculaires. On a vu avec notre collègue précédent que certains singes avaient des sexes un peu curieux. Si vous regardez la pinnum, la pine géante, on voit que ce sont aussi des appellations qu'on utilise, mais en général, on est très discret là-dessus. Alors, l'habitat de Pinna nobilis, c'est un bivalve qui est endémique de la Méditerranée, et il est inféodé à ce qu'on appelle l'herbier de Posidonie. Donc, il vit fiché dans du sédiment meuble. Il est aussi accroché à un byssus. Il forme un byssus. Et à des profondeurs allant de 1 mètre jusqu'à 30 ou 40 mètres. On le trouve énormément sur les côtes. On a des hotspots de diversité en Espagne, notamment du côté de Valence, au niveau des Baléares, autour de la Sardaigne, de la Corse, de la Côte d'Azur, en Italie, en Grèce, etc., avec des densités qui sont relativement faibles. On parle en général d'un individu par 100 mètres carrés, avec des maximums à 20 ou 21 individus par 100 mètres carrés. Donc ce sont des populations qui sont très clairsemées. Et c'est un organisme filtreur dont les prédateurs sont les dorades, les poulpes et également l'homme. Là, j'ai 2 photos de Pinna nobilis qui sont tout près de chaînes d'ancrage de bateaux. Et on voit que sur la photo de droite, il y a la coquille a été cassée par la chaîne. La coquille de Pinna abrite une épifaune qui est extrêmement diversifiée, puisque chez les jeunes pinnas que l'on voit ici à droite, on a des petites épines qui d'ailleurs s'érodent lorsque l'animal grandit, mais ces petites épines servent de substrat pour le développement d'algues et de toute une microfaune. Et pour finir, donc Pinna nobilis a des organismes commensaux que sont le crabe pinotère et un couple de crevettes. Alors, Pinna nobilis, c'est une espèce patrimoniale, dans la mesure, alors toutes les espèces sont patrimoniales, si on va par là, mais dans la mesure où elle a été très tôt utilisée par l'être humain. Les premières utilisations, ce seraient les Phéniciens, puis ensuite les Romains. Alors, on sait que le Pinna nobilis a été longtemps consommé. Alors, et plus maintenant, enfin théoriquement plus maintenant, parce que j'ai vu une publication faisant état de restaurateurs qui utilisent encore des Pinna nobilis dans leur préparation, et notamment en Grèce. Donc ça c'est tout à fait interdit, mais ça existe encore. On faisait également des boutons de nacre, notamment en Sicile, à Malte et dans le sud de l'Italie. Il y a également des collectionneurs de perles rouges de Pinna nobilis qui n'ont Ces perles rouges n'ont pas de valeur, disons, commerciale, mais elles sont collectionnées, puisqu'elles ont ce pigment rouge qui est caractéristique. Évidemment, les gens utilisaient
les coquilles comme décoration, et notamment pour faire des lampes. Mais je dirais que l'utilisation principale, c'était quoi? C'était le byssus. Alors le byssus, c'est donc cet ensemble de filaments qui est sécrété par une glande, qui est la glande bissogène ou la glande byssale. Et chez Pinna nobilis, contrairement à la moule, on a donc un ensemble de filaments très très fins qui ancrent la coquille au substrat, qui est un substrat meuble. Donc le byssus, il est en général mélangé à des particules de sable et de sédiments. Et autrefois, ce byssus était collecté pour tresser des gants, des étoles, des bonnets, etc. Alors ce byssus a des propriétés mécaniques tout à fait intéressantes. Alors j'ai ici quelques photos qui illustrent comment on utilisait ce byssus. Vous voyez, on faisait des bonnets, on faisait des gants, notamment le haut clergé, à partir de la Renaissance, avait des étoles, des gants en byssus de Pinna. Et vous avez actuellement, si vous allez en Sardaigne, il y a cette personne qui s'appelle Chiara Vigo, qui est la seule personne au monde qui utilise le byssus de Pinna pour en faire des napperons, etc. C'est la seule personne qui est autorisée, qui est habilitée à utiliser le byssus de Pinna pour en faire des napperons. Alors, je disais qu'il faut sauver le soldat Pinna, évidemment, puisque depuis en fait, l'automne 2016, il y a des phénomènes de mortalité de masse, et ces mortalités détruisent de 80% jusqu'à 100% des populations. Alors le premier papier qui mentionne ces mortalités de masse a été publié en juillet 2017, retenez bien cette date, et la mortalité a commencé en Espagne, dans le sud de l'Espagne, donc au large de Valence et la Costa Blanca. Et cette mortalité a gagné les côtes françaises et les côtes italiennes. Et là, elle est en train de gagner tout l'est de la Méditerranée. Et actuellement, on a à peu près une dizaine de publications qui mentionnent ces phénomènes de mortalité massive. Alors, qui est le responsable? Le responsable serait un endoparasite haplosporidien, c'est-à-dire un protiste, qui a été défini comme Haplosporidium pinnae, qui se niche dans la glande digestive et bloque le fonctionnement de cette glande. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Pinna nobilis meurent de faim, en gros. Et cet Haplosporidium a été décrit pour la première fois courant à la fin 2017. Et depuis, il y a 4 autres papiers qui ont été publiés. Alors pourquoi il apparaît à ce moment-là? L'explication la plus probable serait que c'est à cause de l'augmentation de la température que cet Haplosporidium a pu croître, a pu se propager. Et donc il suffirait qu'il y ait un effet de seuil. On parlait d'effet de seuil ce matin, là on a typiquement un effet de seuil. Et donc ce parasite se développerait à cause de l'augmentation de température de la Méditerranée. Alors on ne sait toujours pas si c'est un parasite qui a été introduit notamment par des hôtes balasques ou c'était un parasite dormant qui existait déjà mais qui était en fait un état latent, un état dormant. Alors quand je dis que le coupable serait récemment, donc en février 2019, un papier est sorti mentionnant en fait une bactérie, une mycobactérie, qui serait également responsable de mortalité de masse au large des côtes tyrrhéniennes, donc au large des côtes italiennes. Donc on aurait en fait finalement deux responsables possibles de ces mortalités. Alors que faire, comme disait Lénine? Pour le moment, il n'y a aucune parade. Il y a évidemment des réseaux de surveillance, en France, en Espagne, en Italie, en Grèce. En France, on connaît le rôle actif des plongeurs bénévoles. Il y a également l'Institut océanographique Paul Ricard qui a eu un rôle moteur dans l'étude de Pinna nobilis, puisque cet institut a été, depuis 1989, fait des suivis de population, notamment sur la Côte d'Azur et puis en Corse. Donc cet institut continue, notamment par un programme qui s'appelle PinnaSpot, d'étudier les populations. Et au niveau international, effectivement, donc on a l'IECN, par l'intermédiaire du Centre pour la coopération pour la Méditerranée, qui en fait a donné un certain nombre de préconisations, augmenter la fréquence des suivis, des biopsies tissulaires,
si c'est possible, signaler tout changement inhabituel dans les populations, etc. Alors je vais aller un petit peu vite. Mais en fait, les mesures d'urgence actuellement, elles sont de trois ordres. Hein. L'identification de populations résistantes à l'infestation ou qui ne sont pas encore touchées, le captage de larves et le développement en milieu contrôlé et protégé, ou le transfert de populations saines, soit en milieu plus froid ou en aquarium. Alors, il se trouve que nous, moi j'ai étudié Pinnonomilis pas mal dans le passé, et puis j'ai eu la possibilité d'établir une collaboration avec Potsdam et Göttingen pour étudier à la fois le byssus et la coquille. Alors, nous avons fait une mission il y a 2 ans. Alors, c'était juste avant le premier rapport qui mentionnait les mortalités de masse. Donc, on a eu les autorisations auprès de la DTTM pour faire des prélèvements, etc. Donc, cette mission a été décrite dans la base de données DataOSU. On a choisi 2 zones de prélèvement, donc en baie de Villefranche, dans 3 niveaux différents, enfin 3 zones différentes, et dans les îles Lérins. Et cette mission d'échantillonnage, donc c'était à la fois de collecter du byssus, collecter des coquilles mortes évidemment, capturer des individus juvéniles et les conditionner. Et donc voilà, j'ai quelques photos. Voilà. Et donc là, c'est le nettoyage du byssus qui est assez long à faire. C'est quelque chose de... Et puis également, donc, prélever des tissus. Alors, on est obligé de sacrifier des animaux. On en a sacrifié une quinzaine. Hein. On ne peut pas faire autrement, mais pour faire du séquençage massif sur plusieurs individus, et notamment en utilisant les tissus de manteau et les glandes blissogènes. Et alors, en ce qui concerne la coquille, je vais essayer d'aller assez vite également. La coquille de Pinat est tout à fait particulière et intéressante puisqu'elle se compose de 2 couches. Donc, je disais une couche nacrée, une couche prismatique. Et la couche prismatique est vraiment typique puisqu'elle est composée, elle peut être entièrement dissociée. Si vous plongez la coquille dans l'hypochlorite de sodium, c'est-à-dire l'eau de Javel, vous allez avoir des prismes isolés comme ça. Ces prismes qui se comportent comme des monocristaux, c'est-à-dire des cristaux uniques, mais en fait qui sont tout sauf des monocristaux. En fait, ils sont constitués, ils sont nanostructurés, et à l'intérieur de ces prismes, vous avez des protéines. Alors ces protéines, j'avais commencé à les étudier, j'avais publié dessus, j'avais fait un certain nombre de travaux. On avait même fait des anticorps contre ces protéines pour aller localiser la protéine dans le cristal, etc., ce que je montre ici. Et on sait en plus que ces protéines qui ont des propriétés tout à fait particulières sont capables de modifier certaines caractéristiques de la calcite, puisque ces prismes sont calcitiques. Et avec des collègues israéliens, on avait montré notamment que ces protéines sont capables de modifier les paramètres de maille de la calcite, ce qui est quand même assez curieux. Et elle est capable de former une nouvelle macle de la calcite. Donc c'est quelque chose qui était absolument une sorte de scoop à l'époque. Alors on est allé beaucoup plus loin, puisqu'en 2018, le tissu de manteau a été séquencé, et finalement on a obtenu un énorme set de 351 protéines qui seraient, je dis bien, je parle au conditionnel, qui seraient impliquées dans la formation de ces structures prismatiques. Alors je montre ici quelques-unes de ces protéines qui ont des compositions tout à fait bizarres. Vous voyez ici, vous avez la protéine centrale où il y a énormément de V, donc c'est de la valine, donc c'est un seul acide aminé qui constitue 57% de la séquence. Celle au-dessus, vous avez 51% de la séquence qui est constituée par un autre acide aminé qui est l'acide aspartique, et ainsi de suite. Donc vous avez ces protéines qui sont tout à fait bizarres. Et donc nos recherches sont en cours, et nous allons donc continuer d'essayer de comprendre finalement comment ces prismes se fabriquent. Alors le byssus de Pinat, c'est encore une autre histoire. Donc c'est également avec une collaboration avec Potsdam et Göttingen. Et nos collègues de Potsdam ont pu mettre en évidence que le byssus de Pinat a une structure moléculaire complètement différente de celui de la moule notamment. Ce sont des protéines globulaires qui sont disposées en superstructure en hélice dans une matrice amorphe. Donc nos collègues ont fait également des tests mécaniques sur ce byssus, et un transcriptome de glandes blissogènes a été réalisé en vue d'identifier les protéines de byssus
et de relier les propriétés mécaniques du byssus aux propriétés moléculaires. Donc là, encore une fois, les recherches sont en cours. Donc je vous remercie. Je remercie aussi tous ces collègues. Voilà. Tip top dans les temps. Bravo. Bon, alors, bien sûr, la séance est ouverte aux questions, ou aux remarques, ou aux compléments, ou à... On est loin de la Bourgogne, du coup. Hein. Alors, mais bon. Ah non, il n'y a pas à s'excuser, c'est intéressant. Mais c'est un modèle français. Mais bien sûr. Bon, alors, comme il n'y a pas d'autres questions, Marie-Charlotte Ancelet de Biogéosciences, c'était... Votre tête me dit quelque chose. On se croise parfois dans les couloirs. Ouais. Alors, c'est une question plutôt sur la partie conservation de... Enfin, pas conservation, mais des causes de l'extinction. Donc, il y a une extinction massive. On sait que l'environnement change à cause de la température. Et puis, on a 2 parasites possibles. Est-ce que... alors bon, il y a d'autres espèces qui ont des problèmes sur Terre, et on ne peut pas plutôt se demander si ça ne serait pas un affaiblissement généralisé des individus pour température, polluants, qui ferait un affaiblissement du système immunitaire, qui ferait qu'en fait, la première maladie qui traîne devient véritablement un problème. Je le sais parce que moi j'ai fait ma thèse sur les ficus, donc les figuiers, et au moment de l'épidémie de sida, au début des années 90, est arrivée une maladie qui provenait d'une bactérie présente dans les figues et qui n'était absolument pas connue avant ça. Donc des fois, on a des résurgences de maladies uniquement à cause d'effondrement de système immunitaire. Alors c'est possible. Il y a tellement peu d'études actuellement sur ce qui se passe pour le modèle Pinna nobilis que actuellement, ce qui semble tangible, c'est vraiment au moins l'Aplosporidium. On sait qu'apparemment, il a une répartition large et son développement serait favorisé par cette petite hausse de température. Alors effectivement, il est possible que d'autres causes telles que des polluants soient également aient un effet sur la résistance immunitaire de ces organismes. Ça, pour l'instant, il n'y a pas assez de recul pour dire ce qu'il en est exactement. Il y a simplement quelques publications qui mentionnent que... ouais. Si je peux me permettre, c'est souvent très difficile. On voit le sommet de l'iceberg dans les approches systémiques. Donc, OK, c'est la maladie, c'est le prédateur, c'est ceci, c'est cela. Mais les conditions qui prévalent, tu as raison de le souligner, pour que ça émerge, effectivement, on ne les connaît jamais, parce que ça supposerait des études souvent pluridisciplinaires, sur un certain long terme, on va dire ça comme ça, et assez concentrées. Et ça m'étonnerait que Pinna puisse passionner le ministère de l'Environnement d'un coup, ou je ne sais pas, ou de la recherche, on ne parle même pas. Ceci dit, si vous faites une étude bibliographique sur Pinna nobilis, vous voyez que jusqu'à ces quelques dernières années, il y a assez peu de publications, 1, 2, 3 par an. Et puis là, ça commence vraiment il y a une espèce d'inflation qui se produit. Donc je pense que c'est aussi en lien avec... C'est vrai qu'en même temps, il vaut mieux être c'est quelque chose de très connu maintenant sur les histoires d'extinction. Il vaut mieux être un oiseau avec des jolies couleurs ou un primate qu'un invertébré pour ce qui est de la protection. C'est-à-dire qu'un crabe, ça passionne quand même rarement les foules. Oui, alors je dirais que... c'est pas crabe, mais bon, c'était un autre exemple. Non, mais je dirais que en ce qui concerne Pinna, l'intérêt, c'est le côté un peu patrimonial. Je dirais que c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire que c'est quand même une bestiole qui a été utilisé depuis plus de 2000 ans, enfin depuis pratiquement 3000 ans. Mais ça pose une question de fond, c'est qu'à chaque fois on trouve un argumentaire, et il est totalement justifié, de patrimonial, où on va dire que c'est beau, on va dire que c'est rare, mais tout ce qui disparaît et qu'on ne sait pas, parce que de toute façon on s'en fout, même si on sait que ça disparaît, c'est colossal aussi. Et ça, c'est une part obscure de la biodiversité perdue qu'il faut, à mon avis... on ne sait pas comment la considérer, mais bon, voilà. On peut au moins mobiliser les gens avec du patrimonial, avec du beau, vous avez raison. Mais derrière, il y a tout le reste, quoi. Tout à fait. D'autres questions ? Oui, je commente, je suis trop bas. Oui.
Oui, bonjour, Alexis Veldeman, ancien étudiant de master à l'Université de Bourgogne. Moi, j'ai une question par rapport au côté éthique de ce qu'on a le droit ou de ce qu'on se permet de faire sur ces animaux, sur ces petites bestioles. Vous parlez de est-ce qu'on les délocalise, est-ce qu'on les déplace Vous parlez d'un parasite, vous ne connaissez pas l'origine, vous ne savez pas si est-ce qu'il était en dormance, etc. Est-ce que ce n'est pas un phénomène qui serait arrivé naturellement alors, d'accord, peut-être dans 1000 ans, etc., avec le réchauffement climatique, mais on sait que c'est un réchauffement plus ou moins naturel, même s'il est accéléré par les activités humaines. Donc est-ce que ça fonctionne aussi avec de nombreuses espèces menacées actuellement, on est d'accord, hein, mais du coup, est-ce qu'on a le droit de se permettre de déplacer ces espèces Oui, c'est une vraie question. Bon, l'idée de, par exemple, de déplacer des populations dans des zones plus froides, comme ça paraît plutôt une idée pas trop mal. Bon, après, on se dit, est-ce que c'est vraiment ça la solution? Enfin, c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois. Enfin, je pense que c'est un peu là. Il me semble que c'est une situation d'urgence parce que les gens qui travaillent vraiment sur Pinna nobilis, ils voient des mortalités massives, c'est-à-dire des coquilles mortes, vides, alors qu'autrefois il y a des populations entières, des champs en quelque sorte. Donc là, ce sont des mesures d'urgence. Alors après, voilà, on peut discuter jusqu'à demain pour savoir si c'est vraiment légitime ou pas. Moi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais j'ai l'impression que voilà, dans l'urgence, pourquoi pas, quoi. Voilà. Ouais. Vaste problème, hein. Ouais. Et sans fin. C'est-à-dire que pour le moment, on a un tel niveau de crise, ou de difficulté que il n'y a plus rien de naturel à la limite, y compris les réserves. Bon. Ce qui me semble peut-être vraiment une piste intéressante, c'est vraiment d'essayer de collecter les larves et de les faire grandir en captivité. Donc, et peut-être pour les réensemencer certains milieux. Ça peut être une solution. Alors les Espagnols fonctionnent pas mal. Enfin, ils commencent à avoir des résultats. Donc voilà, peut-être qu'il y aurait des choses, une piste intéressante. Ça marche. Ben, merci. Alors je vais laisser...